Contemplation avant le chant. La Sangha est invitée à retourner à sa respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière, sans plus aucune séparation. Laissons la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps, et transcender les frontières d'un soi illusoire, et nous libérons ainsi du complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité. From the depths of understanding, Upon the way.
Bonjour, chers Thai, chers frères et sœurs, chers Sangha et chers jeunes garçons et jeunes filles. C'est l'été et est-ce que vous aimez les fruits? Ouais. Quel genre de fruits vous aimez? Ah, pastèque. Ah bah dis donc, t'as raison. Ici, les sœurs nous ont préparé. Qu'est-ce que vous voyez là? Pastèque. Alors, c'est une pastèque. Oh, ça coule. Alors, décrivez-moi la pastèque. À l'extérieur, c'est comment? Ah, c'est vert. Ouais. Et à l'intérieur? Rouge. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, des graines de pastèque. Elles sont de quelle couleur, les graines de pastèque? Noir, ouais. Et quel goût ça a? C'est sucré? Sucré ou non? C'est juteux. Il y a beaucoup d'eau là-dedans, hein? Bon. Vous avez envie d'en manger? Ouais, bon, tout à l'heure. Si vous êtes sage, vous aurez trois, mais il faut bien partager, hein? Parce que, vous savez d'où elles viennent, la pastèque? Ouais, bon. Ça, c'est un fruit qui rampe, hein? Et ça grimpe. Et de quelle forme elle est, la pastèque? Ouais, elle est ronde. Elle peut être ovale aussi, mais la plupart sont rondes. Et elle vient d'où, la pastèque? Le fruit vient d'où? Vient de quelle? De la graine? Non? Il faut quand même la graine pour la planter. Hein? Et on la met dans la terre, ouais. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter comment la pastèque, elle est apparue. Comment elle est venue. Vous voulez écouter l'histoire? Ouais. Ça, c'est une histoire du Vietnam, hein? Un conte du Vietnam. Okay? Donc, c'était il y a longtemps. C'était le royaume des rois du Vietnam, qui s'appelle le roi Hung. Et à cette époque-là, il y avait un garçon de 7 ans. Qui c'est qui a 7 ans ici? Ah ouais. Voilà, il avait ton âge, mais il a perdu ses parents. Et il est orphelin. Tu sais ce que c'est qu'un orphelin? Il n'a plus ses parents. Eh oui, c'est triste, hein? Et tu sais que tu as la chance d'avoir des parents? Ouais. Hein? Alors, ne les embête pas trop, tes parents, hein? Et le garçon, il a perdu ses parents, alors il y a un marchand, hein, un marin marchand, qui le recueille pour monter dans son bateau et faire des trajets en bateau pour faire du commerce, des épices, des tissus, choses comme ça. Et donc, il a pu voyager pas mal, puisque dans le Vietnam, c'est un pays qui a beaucoup de mer. Vous aimez voyager? En bateau, en plus? Et donc, c'était le royaume du roi Hung. Et puis, un jour, le roi va visiter le port où se trouve ce marin-là, hein, avec le jeune garçon de 7 ans, qui s'appelle An Tim. An Tim. An, c'est la paix. Et
Et donc le marin le présente au roi, et le roi est très ému des conditions de cet enfant qui a perdu ses parents. Hein. Et donc le roi dit, ok, je vais le recueillir et je vais en faire mon fils adoptif. Il est sympa le roi, hein? Et donc il ramène le roi. Et bon, le roi, il a des enfants à lui, mais il a en plus donc ce fils adoptif. Hein. Et quand il grandit, le roi va lui donner une de ses princesses, une de ses filles, hein, en mariage. Okay? Et il va le nommer responsable du commerce du royaume, hein, parce qu'il était dans les navires marchands, donc il connaît bien plusieurs langues, il peut parler plusieurs langues, et il est habitué à faire du commerce. Hein. Et donc il va aider son pays, aider le royaume, le commerce du royaume, à faire la vente des épices, hein, ce que les bateaux ramènent, hein, voilà. Et il fait prospérer le royaume. Et lui-même, il devient assez riche, hein, mais il pense surtout à faire profiter le royaume, son pays. Hein. Mais quand on réussit dans sa vie, il y a toujours des jaloux. Vous voyez, c'est comme dans la classe, si on est bon, ben des fois il y a des jaloux. C'est vrai ou non? Bon, c'est normal, hein? Et donc, il y a des courtisans, hein, c'est des proches du roi qui sont jaloux de Antime, de son succès. Et il va dire au roi, Antime, il se vante de sa réussite et il est ingrat, il n'a pas de gratitude pour le roi, qu'il a recueilli en tant que fils adoptif, il l'a élevé, il lui a donné sa fille, il lui a permis de faire ministre du commerce, quoi. Et là, le roi le fait appeler, et le roi lui demande, il paraît que j'ai entendu dire que tu es un fils ingrat, que tu te vantes de ta réussite et que c'est toi qui réussis, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais pour toi. Et vous savez ce qu'il répond? Non. Est-ce que vous croyez qu'il est vraiment ingrat? Non, il dit oui, Sa Majesté, mon père, je ne serai pas maintenant avec ce succès si vous ne m'avez pas recueilli, si vous ne m'avez pas élevé et ne m'avez pas donné votre fille comme épouse. Mais je sais aussi que je crois aussi à la loi des causes et effets, ou des graines et des fruits. C'est-à-dire, si on regarde le fruit, on regarde le fruit dans le présent actuel, voyez, on peut voir qu'est-ce qui a été semé dans le passé. C'est-à-dire que, voilà, si on regarde le fruit, c'est une pastèque, on peut voir la graine de pastèque qui a été semée. Est-ce que c'est possible qu'on voit le pastèque, mais on sème la graine de maïs? Est-ce qu'une graine de maïs peut donner le pastèque? Non. OK? Donc, ce qu'on sème dans le passé, qu'est-ce qu'on sème? On récolte le fruit. Si on sème une graine de maïs, on va recueillir quoi? Maïs.
Et si on sème la graine de pastèque, qu'est-ce qu'on recueille? La pastèque, vous voyez? Et donc, un team continue, dit, bon, on m'a enseigné, et à l'époque, il n'y avait peut-être pas le bouddhisme, mais il y a déjà la sagesse populaire, que si on regarde le fruit du présent, le maintenant, on peut voir qu'est-ce qu'on a semé dans le passé. Et si on veut voir le fruit dans le futur, qu'est-ce qu'il faut regarder? Ah voilà, il faut regarder la graine, quelle graine nous avons semée maintenant, n'est-ce pas? Donc si on veut avoir du maïs, qu'est-ce qu'il faut semer maintenant? Des graines de maïs. Voilà. Donc, il y a non seulement il reconnaît la gratitude envers le roi, mais il croit aussi il dit au roi que à côté de la gratitude envers vous, je crois que j'ai aussi dans mes vies passées, j'ai dû semer de bonnes graines, et c'est pour ça que maintenant je peux avoir une bonne vie. Vous y croyez, vous? Hein? Moyen. Ben, écoute l'histoire. Et alors le roi a dit, bon, le roi dit pareil, il croit moyen. Hein? Il dit, ok, si c'est comme ça, imagine si maintenant je t'enlève toute ta richesse et je t'envoie avec ta famille, avec ta femme, et ils ont un fils qui a 6 ans. Hein, sa femme s'appelle Wan et son fils s'appelle Hao. Hein. Et si je t'enlève toutes tes richesses et je t'envoie, toi, ta femme et ton fils, dans une île déserte, est-ce que vous allez pouvoir survivre et est-ce que tu vas pouvoir récolter ce que tu crois comme fruit? Et qu'est-ce qu'il répond? Intime? Qu'est-ce que vous croyez qu'il répond? Et si c'est vous, vous voudriez y aller dans une île déserte? Bon. Et lui, il dit, je crois à la loi de graines et de fruits, donc je suis prêt à y aller. Et donc le roi, ok, à ce moment-là, je t'envoie, donc on lui amène une barque, hein, et on cherche toute sa famille, intime, sa femme Wan et son fils Hao, avec seulement 4 mois de vivre, hein, c'est-à-dire un peu de nourriture, quoi, nourriture sec, pour 4 mois, et on l'amène dans une île déserte où il n'y a que du sable, hein, sans rien d'autre. Et on les débarque là, et voilà, et le navire s'en va. Qu'est-ce que vous croyez qu'il y arrive? Il y a une graine qui va mettre dans le sac et qui va pousser. Mais oui, mais on ne lui donne pas de graines. Hein? On ne lui donne pas de graines. Hein? On lui donne seulement à manger. Ah non, on ne lui donne pas de fruits. On ne donne que du muesli déjà cuit, quoi. Vous voyez? Donc, ce qui est cuit ne peut pas pousser. Hein? Voilà. Et donc, une fois que la barque est partie, sa femme pleure. Oh, qu'est-ce qu'on va faire?
avec seulement 4 mois de nourriture et sur une île où il n'y a que du sable. Et intime, il respire. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et il dit calme-toi, mets une main sur ton ventre et respire. Allez, on respire avec lui. OK, on respire 3 fois et on imagine comment il va s'en sortir. OK? Bon, et sa femme fait confiance, elle se calme, elle dit « Ok, je fais confiance à mon mari. » Et alors, ils vont commencer à ramasser du bois et ils vont cueillir des feuilles de palme pour construire. Qu'est-ce qu'ils veulent construire? Ah, voilà, il faut construire une hutte pour s'abriter là-bas. OK? Et après, si sur une île où il n'y a rien à manger, comment on va faire? Ah, voilà. C'est vrai qu'à cette époque, ils ne sont pas trop végétariens encore. Et donc, ils vont fabriquer des filets et puis des cannes à pêche. Et bon, ils sont obligés de seulement profiter des produits de la mer. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Comment ils font pour se créer une cabane s'il y a du sable? Non, mais il y a quand même quelques arbres. Il n'y a pas... Bah, quand tu regardes, il y a les îles là, il y a quand même des arbres. Hein? Il n'y a pas de cocotiers, mais... Donc, ils vont pêcher du poisson et des crevettes. Et ils ramassent sur la plage des galets. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les galets? Ah, voilà. Donc, ils vont faire quoi? Des barbecues. Vous aimez les barbecues? Ouais. Mais pas de crevettes, hein? Les sœurs font des barbecues végétariens très bons. Hein? Et voilà. Ils vont... et puis 4 mois, bon, ils ont des produits de la mer, mais quand même les vivres commencent à... Ce qu'on leur donne à manger comme nourriture sec commence à diminuer et bientôt ils se retrouvent plus qu'avec des poissons séchés et des crevettes séchées. Ils aimeraient bien avoir des légumes et de la verdure, mais c'est difficile. Il n'y a que des arbres sauvages qui ne donnent pas de fruits là-bas. Oui, mais quand c'est cuit, ça pousse plus. Hein, quand c'est, tu vois. Bon, alors, et donc ils vont bientôt la nourriture va plus en avoir. Donc ils vont faire un tour, ils vont là, ok, on va explorer toute l'île parce que l'île est assez large quand même. Ils n'ont pas pendant 4 mois, ils n'ont pas tout exploré. Et ils vont aller sur l'autre côté de l'île. Et ils rencontrent, miracle, ils rencontrent un endroit sur un carré de terre, il y a des boules comme ça, des melons. Vous voyez, ils sont pas habitués à voir ça. Avant, c'était des petits melons comme ça, genre melon jaune, quoi. Hein? Et, ils voient ça, ils sont assez gros, et il faisait chaud parce qu'ils ont marché pour aller sur l'autre bout de l'île. Il faisait chaud, il y a beaucoup de soleil. Hein, et il voit un fruit vert, comme ça,
assez gros comme ça. Et alors, voilà, ils vont aller le casser et ils voient à l'intérieur de la chair. Quelle couleur? Rouge. Avec des graines noires. Voilà. Et là, il le goûte. Il le goûte. Je goûte. Ouais. Il goûte. C'est sucré. En plus, c'est délicieux. Et il faisait chaud, il y a de l'eau. Et c'est trop bon. Hein? Il faisait chaud et il y a du soleil. Et ils ont beaucoup marché. Et ils goûtent un morceau de fruit trop délicieux. Et c'est là qu'un Tim, il se souvient, il y a quelques mois, il a vu des grues. Vous savez ce que c'est une grue? Hein? Genre de grosses canards ou des canards sauvages. Ils sont passés sur sa tête. Hein? Toute une volée, une volée de crues comme ça. Et alors il a fait la déduction, la grue, elle a dû lâcher. Sachez quoi? Non, pas toute une pastèque. Non, pas. La graine. Mais elle a dû certainement lâcher ses caca. Non? C'est la graine, il a dû manger et le caca, il a lâché le caca, pas la pastèque. Hein? Peut-être que nous aussi, on peut lâcher quelques-unes après. Et alors, donc, il ramène le fruit à la maison. Et puis en même temps, à cette époque-là, c'est accosté un navire qui a connu une tempête en mer. Et donc les voiles sont déchirées, le mât est cassé, un navire marchand. Il s'est accosté à l'île. Et les marins, ils vont aller chercher comment réparer le navire. Et là, un team les invite. OK, moi je suis sur l'île depuis longtemps, donc je peux vous guider à aller couper un arbre pour réparer votre mât, le mât du navire. Et on va vous aider à réparer la voile. Hein? Et donc, ensemble, ils ont réparé le navire. Et puis, avant que les marins quittent l'île, qu'est-ce qu'il fait, un Tim? Voilà, il invite à manger la pastèque. Il a coupé la pastèque et il invite les marins à déguster. Les marins, c'est la première fois qu'ils mangent ce fruit. C'est trop bon. À ce moment-là, est-ce que vous pouvez m'en donner quelques-unes et je vais essayer de ramener à mes familles, à les familles des marins. Hein? La pastèque, il n'y a pas de fleur. Oui, la fleur de pastèque est différente. Hein? Vous avez vu la fleur. Et alors, ils vont échanger. Le marin va lui donner quelques graines. À ce moment-là, des graines de riz et de haricots, des tissus pour échanger contre quelques pastèques. Voilà. Donc, et un team lui dit, OK, là, c'est seulement quelques pastèques qu'on a cultivées, mais si vous revenez dans 4 mois, on va essayer d'en faire pas mal. On va en planter d'autres. Hein? Donc, vous allez pouvoir en prendre en plus grande quantité. Et OK. Donc, le marché est conclu. Donc, les marins repartent. Et donc, Antim et sa femme, ils vont aller semer tout un champ de pastèques et attendre donc 4 mois. Et ils vont semer aussi le riz qu'on lui a donné. Cette fois-ci, on lui a donné des graines de riz pas cuits.
et des graines de haricots. Hein? Et voilà, là, ils sont assurés maintenant qu'ils vont pouvoir manger. Dans quelques mois, le riz va pouvoir donner du riz. Hein? Et ils vont pouvoir manger les poissons qu'ils ont séchés avec le riz. Hein? Et des haricots aussi. Hein? Haricots, pas abricots. Et voilà. Et donc, ils attendent. Maintenant, ils attendent. Et 4 mois passèrent. Maintenant, ils sont assurés d'avoir le riz. Ils sont assurés d'avoir les haricots. Hein? Et ils n'ont pas peur de ne devoir manger que des poissons séchés. Hein? Et ils attendent. Hein? Et on va écouter un son de cloche pour respirer et deviner la suite. Donc 4 mois sont passés et un jour, il se promène sur la plage et qu'est-ce qu'il voit au loin? Non, le pastèque, c'est dedans. Mais il voit à la mer, il voit quoi? Eh ouais, les marins, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent, hein? Comme promis. Et alors, cette fois-ci, ils vont récolter des centaines et des centaines de pastèques. Et Antime et sa femme demandent à ce que les marins leur passent plus de graines, de légumes, des graines d'autres plantes, hein, pour pouvoir qu'ils puissent maintenant semer, hein, et ils vont faire une ferme, quoi. Voyez? Et aussi, ils ramènent aussi des poules pour qu'ils puissent avoir des œufs et tout. Et comme l'île est sablonneuse, il y a du sable, ça donne de très bonnes pastèques sucrées. De pastèques, ils aiment bien un sol avec du sable. Voyez? Et donc Antime commence à faire commerce avec les marins, donc ils reviennent régulièrement, tous les mois, et ils commencent à construire une grande ferme, et ils peuvent même employer des gens qui viennent de la terre, hein, sur l'île, pour travailler pour lui. Et donc, il commence à prospérer, il commence à s'enrichir un peu, comme avant. Vous vous souvenez, avant d'aller sur l'île, il était assez riche. Et un jour, 4 ans sont passés. 4 ans sont passés maintenant. Et un jour, quand le marin vient, il sélectionne 20 très bonnes pastèques, les meilleures qu'il a. Et il demande au marin, quand il rentre, d'aller apporter au roi. Vous vous souvenez, le roi qui lui a dit que tu es un fils ingrat, on va te bannir et te... Voilà. Et donc, le roi, ce jour-là, a reçu les pastèques, a goûté à la pastèque, et Antime lui a transmis le message au marin que c'est son fils adoptif qui lui envoie des pastèques. Et invite le roi à venir sur l'île voir comment il cultive les pastèques. Et le roi, même s'il est très occupé par les affaires du royaume, il fait l'effort, il dit « Ok, je vais aller voir pour vérifier de mes propres yeux comment il s'en est sorti. » Avec sa théorie des graines et fruits. Vous vous souvenez?
Et donc, quand le roi est arrivé, Intime le reçoit et le fait visiter sa ferme au pastèque. Et avec maintenant, il peut cultiver même des rizières. Et donc, le roi a dit, très bien, maintenant que je te crois, et que je reconnais que ta théorie est juste et que tu es la théorie des graines et des fruits qu'on recueille. On sème telle graine et on recueille tel fruit est juste et vrai, et que ça signifie que tu es responsable de ce que tu sèmes. Vous voyez? Si on sème la graine de pastèque, on va recueillir le pastèque. Et si on sème des chardons, des graines de chardon, vous savez ce que c'est des chardons? Des chardons, c'est des trucs qui piquent. Des ronces. Si on sème des ronces, on va avoir des ronces. Vous savez ce que c'est des ronces? Eh oui, ça pique. Et donc le roi, dit, ok, maintenant, je reconnais ta responsabilité et ta justesse, et je t'invite à revenir au royaume, et je restaure ton rang de prince qui a épousé la princesse. Et donc, quand vous mangez, prochaine fois que vous mangerez une pastèque ou un fruit, vous penserez à la graine, qui a semé. Et vous êtes ici. Qu'est-ce qu'on sème en vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de semer? Vous aimez être ici? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au village du Prunier? Des prunes. Ouais. Et pourquoi vous aimez être ici? Les prunes, la nature. Oui, il y a la nature. Et les frères et sœurs sont? Il y a les glaces. Qu'est-ce qu'il faut semer pour avoir la glace? Il faut semer des centimes d'euros pour avoir la glace, non? Voilà, et vous, ici, vous vous plaisez parce que c'est joyeux. Vous aimez ici, c'est la joie. OK? Et donc, vous êtes en train de semer des graines de joie. OK? Que vous allez ramener à la maison et rappeler aux parents, chaque fois qu'ils sont un peu tristes, que la graine de joie est là en vous. OK? Bon, merci beaucoup les enfants et merci à tout le monde pour votre écoute. On va écouter un son de cloche et puis les enfants vont pouvoir sortir. On écoute un son de cloche et on respire de nouveau? Ou une petite... ouais.
chers amis, puisqu'on a parlé un peu des fruits, la transition pour moi est assez facile, puisque je vais vous parler aujourd'hui, vous partager sur les 4 sortes de nutriments ou de nourriture dans notre pratique. Donc, il y a ce qu'on appelle le sutra sur les 4 sortes d'aliments ou de nourriture que nous avons. Et donc, on commence par les nourritures comestibles, dont nous ingérons par la bouche. Et on parle de nourriture ou d'impression sensorielle. La nourriture en termes de volition. Et la nourriture en termes de conscience. Et conscience ici, conscience individuelle et collective. Et la volition ici, c'est notre désir le plus profond. Voyez, on commence par la nourriture comestible, qui est le plus palpable. Ici, ces 3 nourritures, ici, là, les impressions sensorielles, la volition et la conscience, ça concerne l'esprit. Ou la nourriture de l'esprit. Et ici, c'est la nourriture du corps, c'est la matière, quoi. Mais vous voyez qu'il y a plus de nourriture de l'esprit que de matière. Mais il n'y a pas vraiment de séparation esprit et matière. Donc, la nourriture comestible, donc, c'est ce qui nourrit notre corps et que nous consommons, nous ingérons dans notre quotidien. Et il y a un adage qui dit que dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on mange dans notre vie de tous les jours va déterminer notre façon aussi de vivre ou d'agir. Et le Bouddha, il utilise des images ou des histoires ou des paraboles pour expliquer, pour illustrer ces nourritures. Donc, pour la nourriture comestible, il emploie l'histoire d'un couple avec un enfant de bas âge qui doit traverser un désert. Et au bout de la moitié du chemin, ils n'ont plus de nourriture, ils sont à court de vivres et ils savent que s'ils continuent comme ça, tous les 3, ils vont mourir tous les 3. Donc ils sont obligés de prendre la décision de tuer leur enfant pour
et le laisser sécher sur les épaules, continuer à marcher et s'alimenter avec la chair de l'enfant. C'est une histoire un peu terrible, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est l'histoire de la chair de l'enfant, hein, ou le sutra, la chair de l'enfant. Vous voyez? Et il demande aux moines, est-ce que vous croyez que chaque fois qu'ils vont manger un morceau de la chair de l'enfant, est-ce que vous croyez qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ils ont la joie? Les moines, ben bien sûr que non. Ben oui, parce que chaque fois qu'ils sont obligés de s'alimenter pour survivre, et ils pleurent leur enfant. Vous voyez? Donc ça, c'est l'image un peu choc que le Bouddha nous communique pour illustrer cette nourriture comestible. Ensuite, sur les impressions sensorielles, puisqu'on représente notre conscience comme deux niveaux, hein? Un niveau en haut, c'est notre mental, et un niveau en bas, c'est notre conscience du tréfonds, hein? Qui englobe le subconscient, l'inconscient, et plus large encore. Et nos sens sont les portes ici, hein? Nos yeux, nos oreilles, les yeux, les oreilles, le goût, le toucher, vous voyez? Tous les 6 sens, on dit 6 sens parce qu'il y a aussi le mental, hein, les pensées. Et donc, les impressions sensorielles, c'est ce que nous ingérons à travers les oreilles, ce que nous entendons à travers les yeux, ce que nous voyons, à travers ce que nous touchons et à travers ce que nous goûtons. Et à travers ce que nous pensons. Et donc ça, c'est les impressions sensorielles. Et le Bouddha utilise l'image, non moins terrible, comme une vache qui a une maladie de peau, et donc elle est dénudée. Elle n'a plus de peau, et chaque fois qu'elle s'allonge, il y a des insectes dans le sol, des asticots, ou chaque fois qu'elle s'adosse à un muret de terre, il y a toujours des petites bêtes qui pénètrent sa chair, parce qu'il n'y a plus de peau protectrice, et qui vont sucer son sang, qui vont sucer sa chair, quoi. Vous voyez? C'est le steak. Donc, l'image de la vache sans peau. Donc ça aussi, c'est une image un peu horrible. Vous voyez les asticots. Et la volition, c'est le désir le plus profond que chacun d'entre nous avons. C'est ce désir-là profond, cette aspiration profonde qui nous guide dans notre vie, qui va nous guider sur ce que nous allons faire de notre vie. Vous voyez? Et suivant ce que nous désirons, ça va nous amener ou non vers le bonheur, la paix, ou plutôt de la souffrance, et beaucoup de stress, par exemple. Et là, le Bouddha utilise l'image d'un village avec un puits ardent. Donc, donc c'est l'histoire d'un homme qui s'approche d'un village et il sait que dans ce village, il voit au loin un puits
où il y a encore un peu de fumée. Hein. Et dans ce puits, bien qu'il n'y ait plus de feu, mais dans ce puits, il y a encore du charbon, il y a encore des cendres. Et il se dit, si je descends dans ce puits, le feu risque de reprendre et je risque d'être consumé. Donc, il va, un homme réfléchi, il ne va pas choisir de descendre dans ce puits, mais il va chercher un autre endroit plus frais, on peut dire. Bon, c'est une image comme ça. Hein? Et au niveau de la conscience, hein, de la nourriture en termes de conscience, le Bouddha utilise l'image d'un forcené, d'un prisonnier, d'un meurtrier qui a été attrapé, hein, et qui est amené devant le roi, hein, devant les juges. Et le châtiment qu'on lui inflige, c'est que ceux à qui il a fait du mal vont lui planter des couteaux en lui, hein, au moins 300 couteaux. Vous voyez, donc il est là, attaché, et donc le prisonnier et 300 couteaux. Voilà. Donc, le Bouddha utilise des images très marquantes parce qu'il a beaucoup de compassion pour nous, en fait. Hein? Il sait que si nous nous attachons beaucoup à la nourriture, nous risquons d'en souffrir. Et donc, il utilise des images assez marquantes pour justement nous encourager à ne pas nous attacher à ce genre de nourriture comestible. Vous voyez? Puisque, imaginons que nous aimons tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, et on en mange, mais on est addictif. Eh bien, on risque de créer des maladies en nous et on va en souffrir, par exemple. Vous voyez? Et donc, quand maintenant je comprends un peu mieux ce sutra, je dis pourquoi il utilise un sutra, on mange la chair de l'enfant, et je vois pas trop. Mais maintenant, si vous mangez un morceau de camembert, hein, puisqu'on est en France, ou manger une glace non végane, par exemple. Bon, c'est sûr que c'est très appétissant, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut voir la souffrance de la vache qui perd son veau? Et est-ce qu'on peut voir la souffrance du veau qu'on égorge? Parce que pour produire du lait, surtout en quantité industrielle, il faut des vaches, il faut des veaux pour donner du lait. Est-ce que quand nous mangeons ça, est-ce que nous arrivons à nous arrêter quelques secondes, comme le couple qui traverse le désert, chaque fois qu'il mange un morceau de la chair de leur enfant, ils en souffrent. Vous voyez? Donc, ce n'est pas évident, hein, n'est-ce pas?
Mais l'image forte, c'est pour ça. C'est pour la méditation de la nourriture comestible. On va écouter un son de cloche et on médite. Donc, c'est une invitation à chaque fois que nous avons un plaisir de nourriture, plaisir d'essence, à voir si est-ce que nous ne sommes pas en train d'apporter de la souffrance. Vous voyez? Et on sait actuellement que tout ce qui est la production de nourriture industrielle, ça, et surtout l'élevage, ça apporte beaucoup de pollution, ça apporte beaucoup. Et on est en train de faire beaucoup de mal à la planète, n'est-ce pas? On sait que l'élevage, c'est un des principaux facteurs des gaz à effet de serre. Et si on pousse encore plus loin notre pratique du regard profond, si notre planète, la terre-mère est polluée, qu'est-ce qui va en souffrir? Qu'est-ce qui va en pâtir? Nous, dans 20, 30 ans, peut-être qu'on ne sera plus là, mais c'est les enfants. Et est-ce qu'eux, ils vont, avec le réchauffement climatique, avec les terres qui se dessèchent, que vont faire nos enfants? Et donc, est-ce que nous ne sommes pas en train de priver nos enfants, vous voyez, d'une vie plus facile? Et donc là, vraiment, le sutra de la chair de l'enfant, c'est très d'actualité. Mais bon, quand nous sommes en retraite au village du Prunier, bon, il y a ce versant de la méditation pour que le Bouddha nous enseigne avec des images fortes pour nous aider à nous détacher de ces plaisirs d'essence, à ne pas être addict. Mais la pratique du village du Prunier, c'est de l'autre versant, nous allons cultiver la joie dans le quotidien. Et donc, quand nous, aux heures de repas ici, nous pratiquons les 5 contemplations. Vous vous souvenez? Cette nourriture est le cadeau de l'univers tout entier. Et donc, quand nous pouvons manger des légumes ici, à la place de la viande, je sais que je ne vais pas apporter de la souffrance. Et quand je mange en communauté et que je mange en cultivant la pleine conscience,
La gratitude de pouvoir avoir ce morceau de carotte, ce morceau de tofu à manger, je suis en train d'arroser la graine de gratitude et d'arroser la graine de joie en moi. N'est-ce pas? Et donc, de la façon dont nous consommons la nourriture comestible, avec pleine conscience ou non, on va générer de la joie. Je sais que je vais apporter plutôt de bonnes choses pour mon corps, pour ma santé, et en même temps, j'aide à protéger la planète. Je ne vais pas faire plus de mal à la planète. Et par mon action, ma détermination à manger moins de viande, à manger plus de légumes, je suis en train de participer à changer les habitudes qui vont à la destruction de l'environnement. Voyez? Et donc ça, on peut, certes, il y a le sutra, la chair de l'enfant, mais on peut déplacer l'autre versant, et quand on mange et qu'on choisit ce qu'on mange, on va arroser nos graines de joie quand nous mangeons. D'accord? Et donc, cette nourriture comestible va nourrir non seulement notre corps, mais va nourrir notre volition, c'est-à-dire notre désir. Parce que dans les 5 contemplations, souvenez-vous, je fais le vœu de réaliser la voie de la compréhension et de l'amour, et de construire la Sangha. Vous voyez? Et donc l'autre versant, tout en mangeant, je peux cultiver aussi ma volition. La volition qui va dans le sens de la compréhension de mes propres souffrances, compréhension de la souffrance du monde et de mes propres désirs de transformer ma souffrance. Transformer la souffrance pour connaître un peu plus de paix, un peu plus de bonheur dans ma vie quotidienne. Et pareil, quand je mange en pleine conscience, et a fortiori avec la communauté, je vais aussi cultiver l'autre versant des impressions sensorielles. Parce que d'un côté, les impressions sensorielles, la consommation en termes de visuel, en termes de auditif, si nous ne faisons pas attention, nous consommons la publicité, nous consommons des médias sociaux, nous consommons des nouvelles catastrophiques, nous consommons des conversations toxiques, et nous laissons pénétrer dans notre conscience profonde, ici, à travers les sens. Une conversation peut arroser la graine de colère en nous. Les nouvelles dans l'actualité peuvent arroser la graine de discrimination en nous, la graine de jalousie en nous. Voyez? Donc, c'est pour ça que le Bouddha utilise
l'image de la vache sans peau qui laisse passer, filtre. Il n'y a pas de filtre. Et le fait que nous sommes conscients de ce que nous consommons à travers les sens, avec la pleine conscience, si vous rencontrez une image de pub et que vous pouvez vous arrêter et inspirer 2 ou 3 fois, l'image ne rentre pas inconsciemment. Et si possible, on peut détourner notre regard et comme ça, on évite que ça aille arroser nos graines d'avidité en dessous. Voyez? Et donc, la pleine conscience, quand nous pouvons nous pratiquer l'arrêt et juste en 1 ou 2 respirations pour être conscient de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, nous formons une sorte de peau de pleine conscience qui va pouvoir filtrer sélectivement. Et quand nous venons à une retraite au village du Prunier, et quand on peut, quand nous sommes dans un milieu comme ça, de retraite, on peut être sans filtre. C'est-à-dire, on va laisser la nature, les beautés de la nature, les fleurs que les sœurs dans les hameaux, différents hameaux, quand nous arrêtons devant une fleur et nous respirons, la beauté de la fleur, la fraîcheur de la fleur va rentrer à travers les yeux et va arroser la graine de fraîcheur en nous, qui a été obstruée par notre stress de la vie quotidienne, les tracas de la vie quotidienne. Voyez? Et quand on prend un repas ensemble, nous n'arrosons pas seulement la nourriture comestible, mais c'est l'occasion aussi d'arroser nos bonnes graines. Voyez? Puisque à travers le goût, et la conscience du goût, je sais que je suis en train de goûter un morceau de carotte qui a été cultivé avec beaucoup d'amour, par exemple. Des fois, ici, les sœurs vous font manger la salade qu'elles cultivent. Et donc, on peut manger aussi tout ce soin que les sœurs ont mis dans la salade. Et ça, on laisse les bonnes impressions sensorielles aller arroser nos bonnes graines. Donc, non seulement, et quand vous mangez, quand on fait des choses ensemble, en communauté, que nous pratiquons la méditation assise ensemble, la méditation marchée ensemble, nous laissons à travers cette énergie de pleine conscience collective, nous aller arroser notre graine de pleine conscience. Et cette bienveillance qui règne parmi nous, cette bienveillance va aussi aller arroser nos graines de bienveillance. Voyez? Et donc, non seulement à travers le repas, mais à travers les différentes activités que nous avons ici, nous sommes acteurs dans le sens de la beauté et du positif, non seulement de la nourriture comestible, mais la nourriture sensorielle qui va aller arroser les bonnes graines. La volition, nous savons que quand ensemble nous venons ici, c'est que nous avons des choses que nous voulons transformer.
Et donc, cette volition individuelle, elle est aussi aidée de la volition collective. Et la conscience individuelle, notre conscience individuelle, va être aidée par la conscience collective. Hein? Le fait qu'ici, nous formons comme un îlot de pleine conscience et de la pratique collective va se dégager une certaine conscience collective que nous voulons changer notre mode de vie, nous voulons changer les choses que nous vivons actuellement dans notre vie et dans notre monde. Et ça va pouvoir arroser, rentrer dans notre conscience du tréfonds. Dans le sens de quelque chose de plus gai, de plus joyeux, dans l'autre versant. Vous voyez? Voilà, on va écouter un son de cloche. Donc tout à l'heure, je parlais des impressions sensorielles, donc des stimuli qui rentrent à travers nos sens. Hein. Et notre pratique, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'arrosage sélectif. Hein. C'est-à-dire, nous, grâce à la respiration consciente et générer l'énergie de pleine conscience, nous allons nous apercevoir de qu'est-ce qui rentre et qui va arroser la graine en dessous. D'accord? Donc, si je suis donc pendant la méditation marché et que je vois une fleur, hein, la fleur va, le contact de mes sens avec la fleur, les yeux, l'odorat, hein, va permettre d'arroser la graine de fleur en moi, la graine de fraîcheur en moi. Et si pendant la retraite, donc ce stimuli va toucher la graine de beauté, hein, la fleur c'est la beauté et la fraîcheur en moi, et cette graine va être touchée et elle va, avec la pratique de tous les jours, hein, en une semaine, elle va pouvoir croître, hein, en fleurs, voyez? Donc ça, c'est quand la graine n'est pas touchée, il faut aller la stimuler avec la graine de joie et de beauté. Et si la graine s'est déjà manifestée dans notre mental, ici en haut, il faut pratiquer pour la maintenir le plus longtemps possible. Comme un invité qu'on apprécie, qui vient à la maison, on l'invite à rester le plus longtemps possible parce qu'il contribue à notre joie et à notre bonheur. Et donc, ici, toutes les occasions de pratique collective ici, hein,
quand on chante, par exemple, ensemble, avant la marche ou quand on fait avant le partage en famille, c'est la graine de joie, elle est là. La graine d'ouverture, elle est là. Et donc, on essaie de la maintenir le plus longtemps possible à l'état de joie ici. Et parce que plus elle croît, la fleur de la joie et de la paix croît ici, elle va nourrir la graine de joie et de paix en dessous. Et plus la graine de joie est grande, plus elle va pouvoir prendre de place dans la conscience du tréfonds et laisser moins de place à la graine de tristesse, la graine de colère, la graine de jalousie qui sont en dessous ici. OK? Donc, et dans l'autre sens, si la graine de colère s'est manifestée, mais grâce à l'énergie collective ici, et grâce à la pratique des entraînements à la pleine conscience, et grâce à la cloche, on va pouvoir s'arrêter, revenir à notre respiration, ou faire quelques pas en pleine conscience pour laisser descendre la colère. Et c'est plus facile quand nous sommes entourés des amis de pratique. Vous voyez? Donc, si une graine qui est déjà manifestée, la graine de jalousie et de colère qui est déjà là, dans notre mental, on pratique l'arrêt et on respire pour être avec elle, être bienveillant avec elle et l'inviter à revenir à l'état de graine. Et chaque fois qu'on fait ça, quand la colère survient, quand la colère monte et qu'on sait pratiquer l'arrêt et l'inviter, la bercer pour l'inviter à revenir à l'état de graine, la graine de colère, la graine de jalousie va être plus petite. Vous voyez? Parce qu'elle a été embrassée par la graine de pleine conscience. Quand la graine de colère se manifeste au niveau du mental, ici, et que nous, en même temps, en pratiquant l'arrêt, nous laissons manifester, nous générons une graine, la graine de pleine conscience, nous générons l'énergie de pleine conscience. Et l'énergie de pleine conscience, plus on respire, plus nous sommes conscients, ça va faire un halo. Et grâce à l'énergie de pleine conscience collective, quand nous sommes dans une retraite comme ça va aider à envelopper cette manifestation de la colère à partir de la graine de la colère qui sont là. Vous voyez? La graine de colère est là. Et en vert, c'est la graine de pleine conscience. Donc, tout le long de la retraite, nous, dans chaque activité que nous avons, nous cultivons cette graine de pleine conscience. Et cette graine de pleine conscience, elle est là, et quand elle se manifeste et qu'elle est assez d'énergie, elle va pouvoir embrasser toutes les graines de colère et de jalousie qui nous met mal à l'aise, qui nous fait un mal-être. Et quand la graine de la colère ne s'est pas encore manifestée, il ne faut pas aller la titiller. Et donc, se mettre une semaine dans une retraite, oui, ça c'est sûr, et se couper un peu des médias sociaux, se couper un peu des news, des nouvelles,
de télé ça évite d'arroser nos graines non bénéfiques à notre paix et à notre bonheur. Et ça s'appelle la pratique, la diligence juste. C'est être vigilant à ce qui monte dans notre mental pour pouvoir embrasser quand ce n'est pas bénéfique et l'amadouer pour le ramener à l'état de graine, ou quand c'est des graines bénéfiques, on le fait fleurir, augmenter notre capital de paix et de joie. Voyez? Et donc là, par le même temps, c'est la façon dont on s'occupe, donc on gère aussi nos émotions fortes. Quand une émotion comme la colère ou comme la tristesse vient, d'abord on respire et on l'observe, on dit hello tristesse, bonjour tristesse, ou bonjour ma colère, mais je suis présent pour toi. Donc avec ma respiration, donc là ça veut dire que quand je respire, je suis conscient de ma respiration, mon esprit et mon corps fait un, et je suis vraiment dans le présent pour reconnaître ma colère, pour reconnaître ma jalousie, pour reconnaître ma tristesse. Mais je ne vais pas te chasser, je vais être présent pour toi. Et plus je respire, et plus j'apporte la bienveillance, accueillir ma tristesse ou ma colère, j'ouvre mon bras et mon cœur et je continue à respirer, à observer. La colère, elle vient de monter, elle est là, et je continue à respirer pour l'accompagner jusqu'à ce que ça baisse un petit peu, jusqu'à ce qu'elle revienne à l'état de graine. Et ça, c'est la pratique d'être la vigilance, être là quand les choses montent dans notre mental. Là, on va écouter un son de cloche. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde, les 4 sortes de nourriture. Maintenant, si c'est clair, travaux pratiques. Alors, récemment, en France, il y a eu des émeutes. Et ça concerne plutôt les jeunes, même très jeunes, de 13, même 13 ans. Et dans les quartiers, les banlieues de Paris, et aussi dans les villes, les grandes villes de France, avec beaucoup de destruction et les jeunes émeutiers qui cassent tout, brûlent les voitures, et dans le propre environnement, dans le propre quartier. Alors, examinons. D'abord, qu'est-ce qu'ils mangent? Peut-être McDo. Bon.
Mais, OK. Bon, vous savez que c'est des banlieues ghetto, hein? N'est-ce pas? En fait, je me suis documenté. Alors, chez les anglo-saxons, par exemple aux États-Unis, c'est le communautarisme. Donc, il y a des communautés, entre guillemets, raciales. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques. Et en France, on parle d'assimilation. Intégration et assimilation. On ne veut pas de parler de communautarisme et on ne veut pas se baser sur la race. Mais dans la pratique, dans ces banlieues ghettos, dans ces quartiers difficiles, c'est à majorité, je dirais, non blanc. N'est-ce pas? Voilà. Et on parle de fils d'immigrés, on parle de... Enfin, bref, vous voyez. Et les anglo-saxons, ils reconnaissent, ouais, il y a des noirs, et il y a des problèmes des noirs, donc on va faire des politiques pour aider cette communauté. Mais en France, on veut pas ça. On veut être tout le monde. Il y a cette notion de liberté, égalité et fraternité. Mais est-ce qu'il y a vraiment égalité? Le problème est là. Et est-ce qu'il y a vraiment fraternité? Vous voyez? Et dans ces ghettos, dans ces banlieues ghettos, qu'est-ce que ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils s'arrosent au quotidien? Bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas manger bio. Hein? Et qu'est-ce qu'ils s'arrosent au quotidien? En impression sensorielle. C'est les médias sociaux. Et on sait que les médias sociaux, c'était un facteur d'arrosage à fond de la caisse, la frustration, la colère, suite à l'événement déclenchant. N'est-ce pas? C'est des boucles, des images en boucle, et qui fait que ça arrose hein, les jeunes qui n'étaient pas encore en colère, mais s'ils regardent les clips, vous voyez de quoi je parle, hein, et les commentaires, ça va, la mayonnaise de la colère et la frustration va monter. Il y a déjà la frustration, parce que dans les pays occidentaux, que ce soit, bon, la France c'est particulier, mais même aux États-Unis, il y a toujours des ghettos où les jeunes ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir. Vous voyez? Surtout quand il y a la drogue. Et donc, ils sont là-bas, sont ignorés. Et j'ai appris malheureusement que le système scolaire français, c'est aussi un des assez inégal. Même si sur la théorie, on n'a pas à payer pour faire des études, mais ça crée quand même des inégalités. Parce que chez on va dire, les jeunes difficiles, on va proposer la section technique. Et vous voyez, et la section technique, c'est un peu péjoratif. Alors qu'en Allemagne, par exemple, l'apprentissage au métier manuel, au artisan, est très valorisé. Alors qu'en France, non. Ceux qui ont des problèmes scolaires, qui ont des problèmes, disons, sociaux, ben, ils vont vite dans les filières techniques. Hein. Et donc, malheureusement, le système français crée aussi des inégalités qui se maintiennent, et on a du mal.
hein. Et donc, les impressions sensorielles, les jeunes, les jeunes émeutiers, ils reçoivent beaucoup d'arrosage de leurs graines de frustration et de colère qui sont déjà là. Vous voyez? Ils ne voient pas l'avenir. Et puis la conscience collective. Du fait qu'il y a cette frustration et que les adultes ont montré le chemin un peu. Il n'y a pas eu que les émeutes là, il y a eu dans le passé. Hein, bon, je ne vais pas... on comprend. Hein? C'est les adultes qui ont commencé. Parce que le système, c'est opposition. Vous voyez? J'ai un ami journaliste qui m'interroge souvent sur comment la communauté, surtout monastique, prenne des décisions. On est une assemblée, mais il n'y a pas, si on doit prendre une décision, il n'y a pas une opposition. Il y a des pour et il y a des contre, et puis, donc, c'est la majorité qui va gagner, et l'autre va se mettre en opposition. Bon, c'est vrai que la démocratie, c'est le moins pire. Mais le fait d'être, et particulièrement en France, c'est toujours opposition, vous voyez. Et alors que chez les moines, les monastiques, on prend des décisions par consensus et on pratique beaucoup le lâcher-prise pour cultiver l'harmonie de la communauté. Et savoir être patient si notre idée n'est pas encore validée. Mais on pratique le lâcher-prise pour que tout le monde soit en paix. Mais quand il y a opposition, c'est difficile d'avoir la paix. Et donc, cette conscience collective, ça a bien pénétré aussi les jeunes émeutiers. Qu'il faut, pour se faire entendre, il faut casser. Il faut qu'il faut faire la destruction. Donc, et l'évolution, qu'est-ce que ces jeunes des quartiers défavorisés, qu'est-ce qu'on leur offre comme alternative, comme lumière au bout du chemin? S'ils sont dans leur vie quotidienne, ils ont l'exemple du dealer du coin, par exemple, vous voyez, qui jette, qui se bien fringué et qui roule en BM ou en Mercedes. Qu'est-ce qu'un jeune des quartiers défavorisés qu'il a comme volition, comme désir dans sa vie quotidienne? Qu'est-ce qui nourrit? C'est moi, je veux rouler plus tard en BM comme lui, vous voyez? Et bon, puisque les études, non, ça ne marche pas. Et donc, dans cet environnement où l'arrosage des graines de violence, des graines de jalousie, des graines d'avidité est arrosé en permanence, comment peut-on, surtout si ne pratique pas la pleine conscience, enfin, vous voyez? Donc, d'abord, si on pratique ce regard profond, on peut comprendre. Si on comprend, on peut
premier pas, c'est accepter qu'il y a eu, que ces jeunes ont fait des émeutes. Mais accepter ne veut pas dire passif. On va écouter un son de cloche. Vous voyez ici, on s'aperçoit que nous avons la chance, que nous ne sommes pas nés dans ce milieu-là, que dans notre vie quotidienne, nous ne sommes pas arrosés en permanence de ces graines-là, qui fait que nous sommes présents aujourd'hui ici. Mais si les conditions sont différentes, peut-être qu'on descendra dans la rue, on va brûler les voitures aussi. Si notre graine de frustration, de colère et de violence n'est pas gérée. Et comment... Bon, là, nous avons tous des graines de bodhisattva, c'est-à-dire des grands êtres qui ont envie d'aider soi-même. C'est parce que nous venons ici, nous voulons nous en sortir de nos souffrances, de nos problèmes, et aussi aider les autres. C'est un peu notre volition. Et comment peut-on aider? D'abord, le diagnostic, c'est que il y a de la violence, il y a la frustration qui s'exprime que par la destruction. N'est-ce pas? C'est la façon dont ils expriment leur frustration et la violence. Et donc, comment remédier à ça? Et il y a un conseiller municipal d'une commune qui a été détruit. Il a dit, il faut d'abord, parce qu'il y a eu des politiques de la ville en France qui essaient de rénover les bâtiments, qui essaient d'apporter des projets de construction de bibliothèques très belles pour les quartiers défavorisés, et en moyens donc financiers, mais il n'y a pas eu assez de moyens en termes humains. Vous voyez? Et donc, ce conseiller municipal, quand on lui demande comment on va... Parce que là, c'est une manifestation d'une surpression sociale dans ces quartiers qui explose, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas recommencer, puisque là, on n'a pas traité la racine, on n'a pas encore. Et donc ce conseiller municipal l'a dit, il faudra plus de dialogue et il faudra plus de moyens humains, investir plus en moyens humains, éducateurs, tout ça, tout le accompagnateur. Avant toute chose, voyez,
pour désamorcer la bombe. Et donc, ici, ce que nous pratiquons dans nos retraites, nos quotidiens, c'est ça. C'est l'écoute profonde. Vous voyez? Pour qu'il y ait un dialogue, il faudrait une écoute. Pratiquer l'écoute profonde pour désamorcer les bombes dedans. Mais ça peut être valable, les bombes, ça existe dans le couple, ça existe dans la famille et ça existe dans la société. Donc, il faudra des groupes de partage où ces jeunes frustrés et déçus du système peuvent déjà s'exprimer, partager leurs ressentiments et leur souffrance. Voyez? Comme quand nous avons fait des retraites pour Palestiniens et Israël ici, il y a d'abord cette pratique de partage et d'écoute profonde, sans réagir et sans vouloir tout de suite donner conseil. Je crois que M. Macron, après l'époque des Gilets jaunes, il a fait quand même des réunions. Bon, je ne vais pas entrer en politique ici, mais là, il faut agir au niveau, pas pyramidal, mais je pense au niveau, vous voyez, à la base de la pyramide. Et je pense que chacun d'entre nous, dans notre quartier, dans notre commune, nous sommes des acteurs pour amener cette pratique dans la vie sociale locale, par exemple, vous voyez. Et quand on a une communauté de pratique locale, ça va beaucoup nous soutenir dans cette mission. Et, mais je crois que la base de tout, c'est l'éducation. Mais tel que le système éducatif actuel, ce n'est pas du tout suffisant puisqu'on forme des techniciens, on forme de très bons ingénieurs, on forme de très bons commerciaux, mais on ne forme pas à une personne entière qui sait se connecter à soi-même, se connecter à ses propres émotions, et qui sait se connecter à l'autre par d'autres moyens plutôt que par la force ou la violence, par exemple. Et ça, nous avons, vous savez, les happy school ou happy teacher, les enseignants heureux. C'est déjà quelque chose qui est c'est un mouvement qui est déjà depuis presque 10 ans. Et au Vietnam, grâce à un de nos enseignants du Dharma laïque, ça commence aussi, les happy school, dès le primaire, pour apprendre aux enfants à se connecter à eux-mêmes. Quand il est en colère, il sait revenir à sa respiration pour se connecter à sa colère. Vous voyez? Donc, et c'est quand il arrive à se connecter à soi-même, il va pouvoir se connecter à l'autre. Et en même temps, parce qu'il peut se connecter à lui-même, il va pouvoir se connecter à la nature, à la terre-mère, grâce justement à des sorties où ils sont dans la nature, où ils sont au potager, où ils plantent des légumes, ils plantent des tomates, ils plantent des salades, et ils voient la graine pousser. Et c'est comme ça qu'on
on plante la graine de la protection de la nature chez les enfants. Vous voyez? Donc ça, c'était seulement des pistes, mais je pense que en tant que communauté, nous pouvons nous soutenir et, par exemple, écrire au gouvernement, par exemple, pour faire avancer dans une autre direction. Parce que si la réponse est plus de moyens policiers, plus de... là, on voit qu'il y a un échec de la politique de la ville, de seulement apporter des moyens financiers, mais il y a de moins en moins de subventions pour les éducateurs, pour les associations, par exemple, vous voyez. Enfin bref, j'ouvre une boîte de Pandore peut-être, hein? Mais j'espère que ce n'est on s'aime, hein? Et en Sangha, en tant que communauté, nous allons pouvoir continuer à semer, hein? Et sans nous attacher aux résultats. Et peut-être, dans quelques années, nous aurons une pastèque bien sucrée et bien juteuse. Je vous remercie pour votre écoute.